Bonjour et bienvenue dans cette table ronde intitulée La crise sanitaire, un catalyseur pour une stratégie santé et ressources humaines durables. Celle-ci a lieu dans le cadre du cycle de conférences 2020, Résilience de l'organisation et du capital humain, que nous organisons en partenariat avec Workplace Options et Gencia. La pandémie que nous traversons a révélé la nécessité d'intégrer la santé au travail au cœur de la stratégie d'entreprise pour renforcer la continuité des activités. Et par santé des salariés, nous entendons la santé physique, mais également mentale, émotionnelle, dont les définitions seront repensées afin que la protection du capital humain soit véritablement globale. Nous souhaitons, à travers cette table ronde, mettre en lumière les transformations de la santé en entreprise induites par cette crise, sous les regards croisés de la médecine du travail, des ressources humaines et des services pour le bien-être des employés. J'ai le plaisir d'animer cette table ronde avec nos trois invités, à qui je vais demander de bien vouloir se présenter à vous en quelques mots. Agnès? Bonjour, je suis donc le docteur Agnès Martino-Arbès, je suis médecin du travail et j'occupe le poste de médecin coordinateur santé du groupe Safran. Emmanuel? Bonjour, Emmanuelle Fourcade, je suis responsable d'un service d'aide au retour à la santé et à la vie active de personnes en situation d'arrêt maladie au sein de Workplace Options. Je suis également psychologue clinicienne spécialisée dans toutes les problématiques qui ont trait à la santé au travail et aux risques psychosociaux. Mario, à vous. Oui, bonjour, je suis Mario Cecon, je suis le DRH du groupe Geodis et très heureux d'être ici avec vous ce matin. Merci, nous le sommes tous. Merci à vous, merci par avance. Écoutez, pour commencer cette discussion, commençons par le premier sujet relatif à l'organisation du travail. Et j'aimerais aborder ce sujet avec vous, Agnès, si vous le souhaitez, comme à partir du constat suivant, le télétravail s'est imposé dans de nombreuses entreprises comme une nouvelle forme de fonctionnement. Qu'est-ce que cela a changé dans l'accompagnement de vos collaborateurs et quels moyens avez-vous mis en place pour vous adapter à cette évolution? Alors pour Safran, la situation a été un peu particulière parce que pendant les deux confinements, les personnes ont continué à travailler dans les unités de production et en revanche, ceux qui pouvaient faire du télétravail étaient en télétravail. Ce dont on s'est rendu compte pour les personnes en télétravail, c'est qu'ils avaient fondamentalement besoin qu'on reste en contact avec eux. Et ce qu'on a observé dans certaines équipes, c'est que le lien social s'est encore consolidé quand le manager était là pour donner régulièrement des nouvelles, organiser des WebEx ou des réunions à distance et prendre des nouvelles de ses collaborateurs. En revanche, il y a malheureusement des équipes qui n'ont pas eu du tout de nouvelles de leur manager pendant toute la durée du confinement et les personnes se sont senties abandonnées, isolées et non prises en compte. Donc, on a appris pendant cette crise que l'éloignement, la solidité du lien social, même à distance, est essentielle. Alors très bien, voyons désormais le point de vue de Geodis, puisque votre organisation du travail est certainement différente. Tous les collaborateurs n'ont peut-être pas pu bénéficier du télétravail. Donc comment avez-vous abordé ces questions et quel mode de management et d'accompagnement avez-vous déployé? En effet, notre population des 40 000 salariés au niveau mondial, nous avons une grande partie qui se déroule et qui ne peut se dérouler que sur site. On ne peut pas télétravailler quand vous êtes conducteur de camion ou quand vous êtes préparateur de commandes ou quand vous êtes agent de quai. Donc forcément, nous, on avait une double problématique. On avait la problématique de traiter tous les gens qui étaient en télétravail et comment former le management, comment animer d'un point de vue central et local toutes ces communautés, donc à travers beaucoup d'actions que nous avons mis en place, que ce soit de la communication hebdomadaire dans laquelle on envoyait à tous les collaborateurs la possibilité de se former, la possibilité de garder le contact, la possibilité aussi du bien-être personnel. On a beaucoup insisté sur la mise en place des lignes dédiées sur le support psychologique, sur le support médical.
On a même mis en place une ligne avec International SOS pour couvrir l'ensemble de nos salariés au niveau mondial, justement pour avoir accès à toutes les questions qu'on puisse avoir par rapport à la maladie. Et pour tous les salariés qui étaient sur site, très vite, nous avons mis en place, et je dirais beaucoup en avance par rapport aux consignes locales ou gouvernementales, nous avons mis en place les consignes de distanciation, les consignes du port du masque, les consignes du lavage de mains, l'organisation des sites aussi en termes de flux, en termes d'entrée, sortie, décalage des horaires, etc. Donc, il y a eu tout un travail qui s'est fait très tôt parce que notre filiale asiatique nous a prévenu très tôt et dès février, nous avons commencé à implémenter l'ensemble de ces mesures, par exemple en disant arrêtons les voyages si ce n'est pas absolument essentiel, etc. Je pense qu'il y avait aussi, il y a eu pas mal de résistance au début parce que les gens pensaient que tout ça allait être très léger, que ça allait passer très vite et donc qu'on prenait de mesures démesurées. Mais très vite, les gens se sont rendus compte qu'en fait, non, et que c'était nécessaire. Aussi, moi, je dois dire, on a beaucoup impliqué les différents stakeholders, donc les partenaires sociaux, la médecine du travail, l'inspection du travail, les médecins conseils que nous avons dans les différents niveaux, et pour avoir une meilleure, je dirais, capacité à communiquer, à faire aussi donner le sentiment à l'ensemble de nos salariés qu'on prenait soin d'eux, qu'on le prenait très au sérieux et qu'on ne laissait rien au hasard. Très bien. Et justement, on tient partie de l'ensemble des parties prenantes qui vous ont aidé à gérer ces situations. Prenons le point de vue de Workplace Options. Et je serais intéressé, Emmanuel, pour comprendre quelles répercussions sur la santé mentale vous avez noté de cette nouvelle organisation du travail à travers les services que vous offrez aux organisations. Alors nous, on ne l'a pas vu apparaître tout de suite. En fait, effectivement, on a eu tout d'abord une hausse très forte des demandes des entreprises en termes de mise en place effectivement de lignes de soutien psychologique et de lignes d'écoute. Au sein de ces lignes d'écoute, en fait, la montée des demandes s'est faite dans l'après-coup, c'est-à-dire qu'elle s'est faite plus vers les mois d'avril et les mois de mai. Et ce qu'on a vu apparaître en termes de problématiques exprimées par les personnes qui nous ont appelés sont des phénomènes d'angoisse et de stress, tout d'abord liés à l'isolement, comme l'a soulevé le docteur Martineau. Quand effectivement le management n'est pas présent, il y a une sensation d'isolement qui s'est marquée de façon assez forte et qui a généré de l'angoisse. Mais à cela, on a vu aussi des phénomènes d'inquiétude liés à la crise sanitaire elle-même. Bien sûr, insécurité liée au virus dont on ne savait pas et on ne sait pas encore comment il se développe et il va évoluer, mais aussi à l'ampleur des conséquences de cette crise sanitaire et notamment l'ampleur sur l'emploi en tant que tel, avec tous les phénomènes d'inquiétude par rapport à l'avenir, de fusion, restructuration à venir. Et on sait qu'au-delà des éléments concrets mis en place, la rumeur qui précède la mise en place de ces phénomènes-là génère de l'angoisse et de l'anxiété. Donc ça, c'est les premiers phénomènes qu'on a vus. Et puis on a vu apparaître un autre type de phénomène lié au fait que les personnes étant plus inscrites au sein d'un collectif de travail physique, il fallait donner à voir sa capacité de travail et du coup ça a généré le fait que les personnes se sont beaucoup plus mises en situation de augmenter leur temps de travail. Donc il y a eu un phénomène, les amplitudes horaires, la présence effectivement sur l'informatique, et il y a eu un phénomène qu'on a vu apparaître de fatigue, d'épuisement, et associé à un autre phénomène, un phénomène d'addiction. C'est-à-dire qu'effectivement, pour tenir, les personnes se sont mises à plus consommer sur des tendances naturelles, c'est-à-dire que les tendances qui étaient déjà en place se sont accentuées pour tenir par rapport au travail, mais aussi accentuées parce que plus de contrôle social au sein d'un collectif. Donc, ce sont ces deux phénomènes qu'on a vu apparaître majoritairement au niveau de la santé mentale et bien sûr les répercussions sur le sommeil et les troubles du sommeil.
Alors très bien, pour rester justement sur ce thème de la santé mentale, qui en effet constitue un risque important pour la résilience des entreprises, j'aimerais comprendre, en particulier donc, pour commencer avec vous, Mario, s'il vous plaît, avant cette crise, est-ce que vous pensez que vous étiez armé justement sur le sujet de la santé mentale et cela faisait-il partie de vos préoccupations? En fait, on avait, je dirais, une ligne de support psychologique qui était proposée par notre mutuelle, en particulier en France. Néanmoins, ça n'a jamais été un sujet aussi important qu'après la crise du Covid. Surtout sur beaucoup d'aspects en termes de management, par exemple, comment on a dû éduquer, et on a fait des formations, on continue à faire des formations de management à distance, de comment garder le lien, de comment se sentir faire partie toujours d'une communauté, même si on est à la maison, même si on est tout seul tout le temps. Donc, je pense qu'il y a une grosse évolution dans notre vision de la santé mentale et la prise en compte de cette santé mentale et le sens d'appartenance et le sens aussi de faire attention aux signaux faibles, d'épuisement, de burn-out, etc., pour accompagner nos salariés au mieux. C'est vraiment nouveau, mais on met en place tout un tas de mesures justement pour que on puisse mieux accompagner nos salariés. Mais effectivement, pour moi, il y a une grosse évolution dans notre compréhension de la santé mentale et l'intégration dans nos dispositifs, que ce soit de support, d'aide et de formation aussi. Très bien. Et donc, à ce titre, chez Safran, Agnès, faites-vous le même constat de l'évolution de cette prise en charge de la santé mentale et de votre préparation à gérer les enjeux que vous vivez actuellement? Oui, tout à fait. Chez Safran, nous avions déjà mis en place une démarche de prévention des risques psychosociaux sur les 3 niveaux de prévention, primaire, secondaire et tertiaire. Et ce dont on s'est rendu compte pendant cette crise, c'est que les situations de risque psychosocial étaient en nette augmentation dès le premier confinement, avec une augmentation, comme disait Emmanuel, des troubles anxio-dépressifs, de la fatigue, de l'épuisement professionnel. On a mis en place un dispositif d'écoute et d'accompagnement en France et à l'international pour que les personnes qui en avaient besoin puissent consulter par téléphone, à distance ou par chat des psychologues qui les accompagnaient et qui leur permettaient d'éviter de plonger dans cette angoisse sans pouvoir en sortir. C'est grâce à ce dispositif d'ailleurs qu'on a évité 2 situations de crise suicidaire, ce qui n'est pas rien. On se rend compte avec le 2e confinement que l'angoisse va crescendo. On observe une augmentation des troubles psychiatriques, ce qu'on appelle les décompensations psychiatriques, et pas seulement les troubles anxio-dépressifs, mais aussi toutes les pathologies psychosomatiques liées au stress chronique et également les décompensations psychiatriques à type de majoration des pathologies bipolaires notamment ou psychotiques. Il est clair que plus la crise avance, plus on s'use à résister contre cet ennemi qu'on n'arrive pas encore à terrasser. Et le rôle des entreprises dans le maintien du lien social est, je pense, fondamental. Et ce que disait Mario est très juste, c'est qu'il faut, et c'est vraiment vers ça qu'on concentre nos efforts, il faut absolument maintenir le lien social qui est essentiel pour que les personnes parviennent à rester debout et à tenir debout. Nous attendons les résultats d'une enquête que nous avons lancée début septembre dans toutes les sociétés du groupe et sur le monde entier, une enquête de vécu du travail pendant la crise. On a interrogé les personnes sur leur vécu du travail, mais aussi leur vécu du non-travail, et notamment avec des facteurs personnels comme la vie en couple ou célibataire, le fait d'avoir des enfants ou pas à la maison quand on est confiné, ou lorsqu'on n'est pas confiné, et la question aussi du maintien du lien lorsqu'on est en activité partielle a été prise en compte, puisque nous avons interrogé aussi des personnes qui sont en activité partielle du fait des difficultés économiques qui se surajoutent à cette crise sanitaire. Donc nous aurons les résultats dès novembre
dès la fin du mois de novembre, et nous espérons bien pouvoir mettre en place des plans d'action pour améliorer les actions que nous avons d'ores et déjà mises en place. Très bien. Et alors justement, je me tourne désormais vers Emmanuel, Workplace Options. D'une façon générale, le thème de cette santé mentale en entreprise, pensez-vous qu'il a été véritablement approfondi? On voit que les champs se sont élargis, il y a de nombreuses thématiques qui sont apparues. Quel est votre point de vue sur l'approfondissement de ce thème de la santé mentale en entreprise? Vous êtes en mute. Merci. Oui, je disais, nous avons constaté au sein de Workplace Options exactement la même chose que ce que décrit le docteur Agnès Martineau. C'est-à-dire qu'avec ce deuxième confinement, on voit apparaître vraiment des décompensations véritables et des formes graves au niveau de la santé mentale. Autant le premier confinement, il y avait une espèce de phénomène de sidération et de mobilisation générale pour faire face. Là, maintenant, les salariés, ce qu'on voit, c'est que les salariés, faut s'inscrire dans la durée, il faut tenir dans la durée et vraiment le phénomène de télétravail et de changement d'organisation de travail vient complètement modifier les organisations et les structurations individuelles pour chacun. D'où l'apparition effectivement de problématiques de santé qui deviennent de plus en plus fortes. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, il y a absolument nécessité de développer et de mettre en place un travail encore plus étroit avec les RH et avec la médecine du travail, parce qu'on se retrouve avec des salariés qui sont fragilisés, fatigués, qui ont perdu leurs repères, où les fragilités préexistantes prennent de plus en plus de place, et à cela se double le fait que le management est lui-même est fatigué, et lui-même en situation de devoir gérer ou intégrer des salariés dans des situations hors normes qui ne sont pas des situations habituelles. Donc il faut réinventer les organisations, le mode de travail en tenant compte du fait qu'on se retrouve avec des salariés qui sont fragilisés, qui sont fatigués. Il faut absolument développer le mode relationnel entre la médecine du travail et les ressources humaines pour trouver de nouvelles solutions qui seront adaptées à ces nouvelles organisations du travail. Très bien. Alors justement, pour revenir sur ce thème de cette deuxième phase de confinement, Agnès, pouvez-vous préciser, est-ce que vous observez véritablement plus de difficultés à vivre ce second confinement parmi vos collaborateurs ou parmi votre entourage? Ah oui, c'est incontestable. Lors du premier confinement, on faisait face, et c'était très, très exceptionnel et extraordinaire. C'était la première fois, la première expérience de ce type. On faisait face à un ennemi commun et tout le monde orientait ses efforts pour affronter cet ennemi commun. Actuellement, ce qu'on observe, c'est l'usure. C'est de l'usure, tout simplement. Les gens pensent que ça dure et c'est dur. Donc, il y a plus de réticence à respecter les consignes et les mesures sanitaires appropriées. Il y a plus de réticence à accepter le confinement, à accepter le télétravail forcé, parce que ce n'est pas volontaire et c'est quand même subi pour certains. Ce n'est pas forcément idéal de télétravailler à domicile. Et ce qu'on observe, c'est exactement ça, c'est cette fatigue psychique et qui entraîne une démotivation et parfois des décrochages professionnels. C'est évident, c'est évident. Même constat chez vous, WPO, Emmanuel, cette deuxième phase de confinement, est-ce que vous avez des sollicitations particulières pour les collaborateurs qui ont des besoins spécifiques à cette deuxième phase? Tout à fait, on le voit d'ailleurs dans le nombre d'appels que nous recevons. On a vu effectivement par rapport au premier confinement, on a vu une très très grosse montée des appels vers, comme je vous disais, vers la fin du mois de mars, début avril. On a vu une chute pendant cet été et là ça repart et ça se stabilise d'ailleurs depuis le mois de septembre autour d'une augmentation d'à peu près 20% des appels, où effectivement cette question-là se marque de façon très nette et dans laquelle il faut aider les collaborateurs et les entreprises à trouver des solutions par rapport à ces nouvelles situations. On observe aussi des demandes pour pouvoir aller sur site
Et ça rejoint aussi des études que nous avions menées préalablement au sein de WPO par rapport à la notion d'absentéisme, et où on avait constaté que les personnes qui sont en arrêt de travail, en télétravail total versus les personnes qui sont sur site totalement, en fait, les personnes qui sont les moins exposées à l'arrêt de travail sont les personnes qui sont dans une alternance entre du télétravail et de la présence sur site. C'est là qu'on a le moins de risques d'arrêt de travail. Voilà, donc et là, on retrouve la même chose, en fait, dans l'autre sens, à savoir que les personnes sont en demande de pouvoir retrouver du lien social absolument, 1 journée, 2 journées par semaine. Très bien, alors tout ceci nous amène à aborder le thème de la place de la médecine du travail, le lien social, la santé mentale. Agnès, de votre point de vue, le rôle de la médecine du travail a-t-il évolué au-delà de ses missions traditionnelles durant cette crise? Oui, il a évolué. Et il a évolué forcément parce que les services de santé au travail ont dû s'adapter à cette crise et donc répondre à un besoin qui était énorme d'explication, de clarification, de compréhension avec, excusez-moi, avec une maladie qui était complètement inattendue, imprévisible. Les données scientifiques changeaient énormément d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. Et les réponses que les médecins pouvaient donner aux questions des salariés étaient fausses d'un jour à l'autre. Donc, cette adaptation constante des services de santé au travail a forcément impacté leur fonctionnement. Pour tout dire, les services de santé au travail ne se sont quasiment occupés que de Covid pendant les 8 premiers mois de l'année et recommencent d'ailleurs à ne s'occuper que de Covid. Ce qu'on a vu, c'est que, et ça c'est quand même une grande première, c'est que les services de santé au travail peuvent être utiles. Ça, on ne le savait pas forcément avant, ils le sont de toute façon, mais notre métier est quand même très très transparent aux yeux de la majorité des personnes. Et il s'est avéré que d'un seul coup, on se rendait compte que les services de santé au travail avaient une véritable valeur ajoutée pour accompagner les personnes, les rassurer, les aider à maîtriser leur stress, mais aussi maîtriser tous les questionnements et toute l'anxiété que cette crise pouvait générer, et surtout accompagner les personnes qui revenaient sur site pour expliquer les mesures, expliquer la maladie, expliquer pourquoi il fallait faire telle et telle chose pour s'en protéger, et aider à l'élaboration des plans d'action et des plans de protection sanitaire dans l'entreprise pour ceux qui travaillaient, parce que ayant participé à la rédaction du protocole sanitaire chez Safran, il a fallu ensuite que les services de santé accompagnent les équipes de sécurité santé à la mise en œuvre concrète de ces mesures. Et ça n'a pas été une mince affaire que de faire les marquages au sol, mettre à disposition du gel hydroalcoolique, des masques, et gérer les déchets, gérer les voies de circulation. Bref, tout ce travail qui a été un énorme travail, un travail titanesque, et que les services de santé ont accompagné au quotidien, bien sûr. Donc le rôle des services de santé a pris tout son sens. À n'en pas douter. Alors justement, Mario, partagez-vous ce sentiment, en particulier, qu'attendez-vous de la médecine du travail comme support, comme soutien dans la gestion de cette crise et dans le retour à cette nouvelle norme de fonctionnement? En fait, Agnès l'a bien dit, on a très tôt, on ne savait pas trop comment gérer cette crise au niveau du management. Les informations qu'on recevait étaient changeantes constamment. Un jour, il fallait porter des masques, le lendemain, il fallait plus. La distanciation suffisait, le lavage de mains, c'était suffisant. Après, c'était plus suffisant. Après, etc. Donc, on a été confrontés, et dans tous les pays du monde, je dirais, il n'y a pas un seul pays où il n'y a pas eu de contresens dans la façon de donner des instructions pour gérer ça. Et donc, le seul refuge qu'on a trouvé, finalement, c'était la médecine, et en particulier la médecine du travail, qu'on a très vite associée, surtout sur la mise en place de toutes ces mesures que nous, en faisant un peu le benchmark entre tous les pays dans lesquels nous opérons,
on prenait le meilleur de chacun en disant, bah, très vite, donc, on a mis en place les mesures de distanciation, comme je disais, les masques aussi. Dès qu'on a pu en distribuer, par exemple en France, on l'a fait, mais aussi dans tous les autres pays. On a fait, on voulait s'assurer aussi que tout ça se passe de façon égale partout chez Géodis. Et du coup, on a décidé que toutes ces dépenses étaient centralisées pour que personne localement n'ait la tentation de dire bah, j'achète pas de masque, comme ça m'évite des dépenses. Et dans ça, la médecine du travail, on l'a beaucoup consulté, on a beaucoup été en contact, on l'a beaucoup intégré aussi en faisant des visites, en faisant des visites aussi avec les partenaires sociaux d'ailleurs, pour justement qu'on soit sûr que ce qu'on mettait en place, qu'on faisait, était bien et était suffisant pour garantir la sécurité et la santé de nos collaborateurs. Il faut savoir aussi que, juste pour vous donner une idée, chez Géodis, on n'a pas eu un seul jour d'arrêt à cause du Covid ou dans le sens où les gens n'ont pas fait de droit de retrait ou des choses comme ça. Dans beaucoup d'autres sociétés, ça a été le cas, pas chez nous, parce que très vite, justement, on intégrait, comme je disais, tous les partenaires de la situation, donc les salariés, les représentants, la santé, la médecine du travail, le management, justement, pour trouver les meilleures approches. Donc, effectivement, ça a évolué, notre prise de conscience de l'utilité de la médecine du travail. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, parlons de vous désormais, après ce point sur la médecine du travail, parlons désormais des ressources humaines. Est-ce que vous pensez, Mario, qu'avec cette crise, la fonction ressources humaines en particulier a gagné en importance et en transversalité au sein de l'entreprise? Moi, je trouve que ça dépend beaucoup des cultures des entreprises, mais un peu, pour reprendre ce que disait Agnès sur la médecine du travail, on peut aussi l'appliquer des fois sur la fonction RH. La fonction RH, des fois, dans certains groupes, peut être un peu l'enregistreur, celui qui fait les contrats, celui qui gère les relations sociales, et puis c'est tout. Cette fois-ci, moi, je trouve que en fonction de la réactivité de la fonction RH, on a pu jouer un rôle plus intéressant, plus global, d'accompagnement, d'identification des mesures à mettre en place, de notre capacité à accompagner nos collaborateurs, mais aussi nos managers, par toutes les mesures que nous avons mises en place. Et il y en a des tonnes. Si vous faites le même benchmark avec d'autres sociétés, vous allez voir que chaque société a essayé avec ses moyens, à sa manière, avec sa culture aussi, parce que vous ne pouvez pas passer du jour au lendemain à être une société très hiérarchique, une société très collaboratrice, je ne sais pas comment dire, mais quand même, tout le monde a fait des choses pour contenir, pour accompagner et pour faire en sorte qu'on continue à travailler malgré la situation qu'on vit et malgré toutes ces difficultés qui nous échappent complètement, hein, parce que c'est du domaine privé autant que professionnel. Vous voyez, la maladie, elle ne s'arrête pas aux portes des entreprises, elle ne s'arrête pas non plus chez soi. Donc, on est confronté constamment à la maladie, à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi chez soi. Et pouvoir conjuguer une protection, un accompagnement qui va au-delà du professionnel est quand même très complexe. Et c'est là où la RH, je pense, on a trouvé des moyens, des fois timides, des fois plus poussés, justement pour rentrer un peu plus dans la vie privée, je dirais, de nos collaborateurs, leur proposer des choses qu'avant étaient impensables. L'accompagnement, de dire mieux-être, le sens, enfin, de trouver du sens, de faire des exercices que nous, on a proposés à nos collaborateurs. Bon, on ne l'avait pas fait auparavant et ça a eu un accueil très positif. Le fait d'organiser, par exemple, des activités pour les enfants lors du premier confinement, où il n'y avait pas d'école, on a organisé, toutes les semaines, il y avait des activités qui étaient organisées justement pour occuper les enfants. Et ça a été aussi quelque chose de très, très apprécié de nos salariés. Donc, vous voyez, je pense que la fonction RH a dû faire preuve de beaucoup d'imagination et de créativité
pour pouvoir donner une réponse incomplète, certes, mais à cette nouvelle crise qu'on n'avait jamais vécue dans le passé. Non, c'est très intéressant. Et ce que vous décrivez, c'est une sorte de nouveau contrat passé entre les ressources humaines et les employés. Et j'aimerais vous poser une question, Emmanuel, en tant que soutien aux organisations en matière de bien-être au travail. Est-ce que vous pensez que cette crise, justement, en matière de relations, fait évoluer les relations que vous entretenez avec les ressources humaines des entreprises que vous accompagnez? Alors tout d'abord, ben, oui, tout à fait. Et puis, tout à fait dans l'axe que vient de décrire Mario, à savoir que ce qu'on a vu apparaître, en fait, c'est que les personnes, la crise a généré une angoisse majeure, des risques effectivement de perte de sens, de perte de repères, et que pour tenir face à ça et pour aider effectivement les salariés à tenir face à ça, la présence forte et importante de l'entreprise avait tout à fait sa place. Pour plusieurs raisons. D'une part, en termes effectivement de communication, c'est-à-dire que dès lors que l'entreprise a communiqué régulièrement, par quelques canaux que ce soit, sur les orientations, les axes, etc., ça a eu pour effet de rassurer, de baisser ces phénomènes de rumeurs dont on sait qu'ils sont source d'angoisse majeure. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que en recréant de manière virtuelle l'informel qui se trouve dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on est présent sur site, il y a de l'informel en permanence, à la machine à café, sur effectivement dans les couloirs, etc. Et donc, en les recréant d'une manière ou d'une autre, ça a d'une part réduit le sentiment d'abandon qui est lié au phénomène d'isolement. Ça a permis de recréer de l'appartenance au collectif de travail. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça aide à donner et à structurer des repères. Et puis, ça a aussi donné l'occasion de lieux où, pour notamment les managers et les ressources humaines, pour pouvoir avoir une espèce de veille dès lors qu'un salarié irait mal. Parce qu'un salarié qui va mal, il ne va pas forcément prendre son téléphone pour dire « je vais mal ». Il va par contre le signifier dans des situations assez informelles et c'est là qu'on va pouvoir le repérer et l'entendre et pouvoir aller auprès du salarié et c'est là qu'effectivement la médecine du travail va pouvoir être alertée et reprendre toute sa place. Très bien, alors restons sur ce domaine de la médecine du travail. Pour vous, Agnès, en règle générale, au sein d'une même entreprise, on peut identifier différents types de populations, de groupes d'employés. Est-ce que vous pensez que la pandémie a fait naître des segmentations en termes d'accompagnement de ces différentes populations? Oui. Comme je le disais tout à l'heure en début de table ronde, ce qu'on a vu, c'est une segmentation parmi les managers dans la posture managériale de lien avec l'équipe. Certains managers ont su faire, d'autres n'ont pas du tout su faire, et ça a eu des conséquences sur le moral des équipes. Il y a aussi, je pense, une segmentation sur laquelle on a une vigilance importante, c'est la segmentation entre ce qu'on appelle les cols bleus et les cols blancs, qui, à mon avis, doit être particulièrement observée et expliquée. Les cols bleus travaillent sur site, les cols blancs peuvent travailler à domicile, ce n'est pas la même chose. Et puis une autre segmentation, et Emmanuel a soulevé la question, une autre segmentation, c'est la segmentation cruciale en termes social, qui est la segmentation de ceux qui travaillent, qui sont en activité professionnelle et ceux qui ne travaillent pas, qui sont en activité partielle ou totale du fait des décisions de protection économique de l'entreprise. On ne doit pas oublier les personnes qui sont en activité partielle ou totale parce qu'ils font eux aussi partie des forces de l'entreprise. Ils participent autant que les autres au maintien économique de l'entreprise. Et c'est difficile. C'est difficile quand on est mis en activité partielle de ne pas se sentir isolé d'abord, mais aussi c'est difficile de ne pas se sentir utile, reconnu, écouté, entendu
par l'entreprise. Donc cette segmentation-là est particulièrement importante et beaucoup de communications que nous avons faites, y compris l'enquête dont je vous ai parlé, sont destinées autant aux personnes en activité que celles qui sont en chômage partiel ou total, même temporaire. Il est très très important qu'on n'oublie pas ces populations. La population des managers, qui est très très mise à mal actuellement, est aussi une population fragilisée actuellement, que nous devons particulièrement accompagner et que les services RH accompagnent particulièrement parce que les contraintes sont fortes entre le maintien de la production, le maintien des objectifs à atteindre, même s'ils ont été revus, et le maintien du rôle managérial de soutien et d'accompagnement. Donc ça fait beaucoup et on s'en rend compte, la fatigue est particulièrement importante dans la population des managers. Alors, pour rester justement sur ce point des managers qui est vraiment très important, Mario, j'aimerais avoir votre point de vue chez Geodis, justement. Comment voyez-vous l'évolution de leur rôle et comment vous vous y êtes pris en entreprise pour les accompagner précisément? En fait, ça se fait un peu dans la douleur, comme expliquait Agnès. Je pense que c'est quelque chose de nouveau pour tous. Et donc, on se découvre en même temps qu'on fait. Et on se découvre aussi dans nos faiblesses en tant que manager. Et du coup, nous, on a senti ça très vite. Et du coup, on a commencé à faire des formations du comment manager à distance, comment garder le lien avec ses équipes. Donc, c'était des formations en virtuel, bien sûr, en e-learning. À partir de la semaine dernière, on a démarré aussi une nouvelle mode de formation parce qu'on s'est rendu compte que l'e-learning était bien, mais n'avait pas suffisamment d'accroche vis-à-vis de nos collaborateurs managers. Et du coup, à partir de la semaine dernière, on a fait des formations qui sont à peu près identiques, sauf qu'il y a un vrai animateur, il y a quelqu'un qui anime la formation, qui est là, dans un créneau, qui peut répondre aux questions, qui les fait interagir aussi. C'est des petits groupes de 10-12 personnes. Et donc, il leur demande, ou elle leur demande d'interagir, de débriefer, de partager, etc., pour donner encore un peu plus je dirais, de profondeur et d'accroche vis-à-vis de nos managers. Nous, on le sent beaucoup. On a eu des cas où il y a eu des managers qui ne se sont absolument pas manifestés pendant longtemps vis-à-vis de leurs collaborateurs. Et du coup, ça a eu des conséquences pas désirables, hein, des démissions, des gens qui se sont quand même sentis complètement abandonnés, qui se sont repliés sur eux-mêmes ou éventuellement sur la RH pour venir nous en parler. Heureusement, donc, nous, on a pu agir par derrière. Mais en fait, le rôle du manager évolue. La virtualité du management est quelque chose de nouveau, bien qu'on était habitué à utiliser le virtuel, mais pas à ce rythme-là, pas au niveau où on est obligé de le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on manage virtuellement, c'est-à-dire on n'est plus à côté de nos équipes, ou en tout cas très peu ou partiellement, parce que même quand il y a des équipes qui peuvent venir sur site ou qui viennent de temps en temps, on a toujours une partie de nos équipes qui ne sont pas là et qui sont virtuellement là. Et donc, comment entretenir la relation, comment les faire sentir, comment leur donner du feedback, comment les accompagner, c'est ça qu'on a essayé de faire et qu'on fait depuis le mois de mars jusqu'à maintenant. Et je pense qu'on n'est pas encore complètement au point sur toutes les techniques et tout ce qu'il faudra faire pour accompagner, former cette nouvelle génération de managers qui va être le manager virtuel, en fait. Très bien. Alors écoutez, ça nous amène sur cette dernière partie de notre discussion. Avant qu'on l'aborde, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions sur le chat et que nous y répondrons tous ensemble à la fin de cette table ronde. Mario, pour rester avec vous justement sur ce rôle de l'importance de l'accompagnement des managers et des employés et le maintien de ce climat de confiance en entreprise, comment voyez-vous comment maintenir et entretenir justement cette confiance au sein de l'entreprise sur la base de ce qui a été déjà commencé et de manière durable?
Je pense qu'il faut continuer à se nourrir, je dirais, de tous les feedbacks que nous pouvons avoir, de tous les benchmarks d'autres sociétés. Ces types d'exercices, par exemple, moi, ça me semble vital et j'en ai participé à beaucoup, justement pour me nourrir d'expériences, d'actions qui sont quand même très positives dans certaines entreprises, pouvoir les adapter à ce que nous sommes et pouvoir les mettre en place. Aussi, on a travaillé à différents niveaux. On a travaillé au niveau global, au niveau régional et au niveau local, parce que des fois, des mesures locales sont plus efficaces que de grosses mesures globales au niveau du groupe qui n'atteignent que, par exemple, les gens qui parlent anglais. Donc, tout simplement, vous voyez. Donc, il y a tout un tas de gens, managers, que vous perdez parce qu'ils ne parlent pas suffisamment anglais ou ne se sentent pas suffisamment à l'aise pour pouvoir participer à ce type de conférences. On a fait beaucoup de ce qu'on appelle des town halls, c'est-à-dire de grandes réunions où on réunit virtuellement nos collaborateurs et on le fait à différents niveaux. Donc, on le fait au niveau du top management, on le fait au niveau d'une région, on le fait au niveau d'un site, au niveau du siège, par exemple. On réunit les 500 personnes virtuellement. Je peux vous dire qu'on a beaucoup de gens qui viennent et qui posent des questions. On a beaucoup aussi travaillé avec vous, Philippe, et International SOS, dans des conférences spécifiques sur le Covid pour donner des réponses, pour expliquer un peu la situation, etc. Ça a eu beaucoup, beaucoup de succès. On a énormément de questions, d'ailleurs, qui ont dépassé le timing qu'on s'était donné dans chaque réunion. Donc, beaucoup de communication, beaucoup, et beaucoup de présence managériale en encourageant à le faire, de passer un coup de fil, de se renseigner, de passer un petit chat, de mettre la caméra, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui ne mettent pas la caméra parce qu'ils disent « Oh là là, je ne sais pas quoi faire, on va voir chez moi, c'est pas beau, comment je veux faire, je ne suis pas maquillée ou je ne sais pas quoi ». Moi, j'encourage beaucoup les managers à dire « Non, mettez la caméra, c'est pas grave, on est tous en télétravail, donc moi aussi, je ne suis pas coiffé, je ne suis pas rasé, peut-être on voit chez moi et c'est pas joli, mais bon, c'est pas grave ». L'important, c'est de se voir pour refaire le contact. La voix est importante, mais aussi l'image l'est. Et c'est pour ça qu'on encourage beaucoup à mettre la caméra chez nous et faire en sorte que les gens se voient et puissent avoir cette espèce de mini-contact virtuel, mais qui peut rassurer et accompagner. Alors justement, dans cet accompagnement, soutien émotionnel, pour vous, Emmanuel, Workplace Options, est-ce que justement ce soutien émotionnel est un axe fort pour maintenir la confiance en entreprise et comment le mettre en place dans ce cas-là? Alors oui, tout à fait, parce qu'il permet de venir rebondir et de questionner, effectivement le rapport au travail, des personnes et de venir, des salariés et de venir réinterroger tout ce que vient de décrire Mario. Parce qu'effectivement, si ça ne descend pas, il faut pouvoir aller le chercher et le solliciter. Donc c'est aussi au travers des échanges que nous avons, nous, avec les personnes qui nous appellent, qu'on peut venir solliciter ces actions-là. Et puis aussi, le soutien émotionnel est aussi un espace dans lequel on va pouvoir apporter une sorte de psychoéducation, c'est-à-dire rappeler des choses liées au fait qu'on est dans une crise qui va durer, donc qui s'inscrit, et où on est sur une espèce de course de fond, et que pour pouvoir tenir sur cette durée-là, il faut pouvoir aménager sa situation professionnelle, sa situation de travail et de télétravail. À savoir en particulier ritualiser sa mise au travail, vraiment structurer, ritualiser ces éléments-là. Mario disait effectivement l'importance de la caméra et elle a toute sa place parce qu'elle recrée du lien. On a vu tous les apéritifs effectivement en visio qui se sont développés. C'est pareil au niveau du travail et c'est important que effectivement, même si on est chez soi dans un espace de travail. Essayez autant que faire se peut de délimiter l'espace de travail. En tout cas, le soutien émotionnel est aussi un espace où, de façon privilégiée, on va pouvoir aborder avec le salarié comment lui, individuellement, compte tenu de son environnement personnel et privé, il va pouvoir trouver des solutions pour pouvoir recréer de façon virtuelle
une mise régulière au travail. L'idée étant de pouvoir tenir sur la durée. Donc, dans ce cadre-là, on va aussi aller explorer la capacité du rythme, du sommeil, comment faire en sorte pour pouvoir retrouver effectivement un sommeil réparateur, parce que souvent tout cela effectivement en situation de travail et de télétravail risque d'exploser parce qu'il n'y a plus de structuration. Donc effectivement, le soutien émotionnel a toute sa place dans ce moment-là, non seulement pour entendre ce qui ne va pas, mais pas seulement, pour aussi aider la personne à trouver un espace qui lui conviendra, pour trouver ses propres solutions. Très bien, très bien. Écoutez, dernière question sur ce thème, justement pour maintenir cette confiance. Agnès, chez Safran, quelle est l'importance de la communication, quelle a été la portée de la communication pour maintenir cette confiance au sein de vos employés? Ça a été une grande leçon de cette crise, c'est que en cas de crise, il faut qu'on ait un service communication et un support à nos communications qui soit extrêmement solide, robuste, et comme le disait Emmanuel, à l'écoute des émotions des personnes. C'est la deuxième grande leçon de la crise, c'est qu'on pensait, enfin certains pensaient à tort, que les émotions n'ont pas leur place dans le milieu de travail, et ce qui est apparu de manière absolument éclatante, c'est que c'est parce qu'on écoute les émotions d'autrui actuellement qu'on peut continuer à travailler ensemble. Et on ne doit pas écouter les émotions n'importe comment, on doit les accompagner avec une communication qui soit professionnelle, empathique et en même temps sincère. Donc, chez Safran, c'est ce qu'on a essayé de faire. On a mis en place très tôt une page Covid, spéciale Covid dans notre page intranet, qui a été extrêmement sollicitée et vue, puisqu'on a plus de 120 000 vues ou 130 000 vues, je crois, à ce jour, avec une mise en ligne régulière des protocoles sanitaires Safran, des évolutions du protocole, un rappel des consignes, un rappel des bonnes pratiques à mettre en place pendant la crise Covid sur les lieux du travail. Et on a également fait des communications sur la gestion de l'émotion, sur la gestion de la crise, sur comment faire pour éviter le risque psychosocial. Et une chose est importante aussi, je crois, c'est qu'il faut savoir être jaloux de ceux qui savent faire les choses, et pour pouvoir les copier, avoir envie de les copier, parce qu'on a vu dans cette crise des personnes qui s'en sortaient très très bien au niveau individuel et des équipes qui collectivement s'en sortaient très très bien. Et justement parce qu'ils maintenaient le lien, ils s'écoutaient, ils respectaient les émotions d'autrui les uns entre les autres, et ils continuaient à discuter, à se parler. Et vraiment, c'est un des plans d'action qu'on rend durable et robuste, c'est cette possibilité de donner aux personnes la possibilité de communiquer. Excusez-moi, je m'exprime mal, c'est le trac sans doute du direct. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est très très important de montrer que si on communique même mal, c'est mieux que de ne pas communiquer du tout. Et je pense que la force de l'intention dans ces moments de crise est particulièrement puissante. Nous en sommes tous persuadés. Écoutez, merci beaucoup, merci à vous. Quelques questions, il nous reste encore quelques minutes, donc on va pouvoir prendre les premières questions qui nous arrivent. Je vais rester avec vous, Agnès, une question sur la médecine du travail. Une personne nous demande si les médecins du travail sont obligés d'apporter des conseils aux entreprises, aux collaborateurs pendant une épidémie, une pandémie. Apparemment, cette personne n'a pas eu de retour de la part des médecins du travail, voire certains n'étaient pas disponibles ou fermés pendant les périodes de confinement. Donc, comment voyez-vous le rôle, l'obligation de conseil et d'accompagnement de la part de la médecine du travail? Alors là, c'est sans conteste, la réponse est oui. C'est la mission même d'un service de santé au travail d'apporter des conseils aux chefs d'entreprise et aux collaborateurs. C'est écrit dans le Code du travail en France. Donc, bien évidemment, c'est nécessaire et même, je dirais, obligé dans une crise sanitaire d'obtenir des réponses de son service de santé au travail. Et l'inverse est une anomalie. Nous en sommes bien convaincus. Une deuxième question, peut-être plus pour vous, Mario, au sujet des directions générales. Comment les directions générales ont-elles
réagit à justement l'importance de la santé mentale, de cette nouvelle dimension, comme vous le disiez très bien, des sujets qui n'étaient pas l'apanage des ressources humaines au préalable. Et justement, quel rôle, quelle priorité par rapport au business la santé mentale a pris depuis le début de cette crise? Moi, je trouve que ça a été capital. Et puis, sans eux, enfin, sans notre direction, par exemple, de Marie-Christine Lombard et son implication directe dans toutes les mesures qu'on a mises en place, dans toutes les actions et du comité exécutif des Géodis et ensuite en cascading par rapport à nos managers, je pense qu'il y a eu une implication très forte et ce qui a fait aussi la différence de notre capacité à gérer et à mettre en place toutes les mesures qu'on a mises en place avec les coûts associés. Il ne faut pas oublier que cette crise a un coût économique, certes, par le manque d'activité qui a imposé un certain nombre d'entreprises, mais il y a aussi un coût qui est le coût de mise en place de toutes les mesures que nous avons faites, que nous avons déployées. Les masques qu'on donne ne sont pas gratuites, le gel n'est pas gratuit, les formations ne sont pas gratuites, les actions de bien-être ne sont pas gratuites, etc. Et sans le support du management et de la direction générale, on n'aurait jamais pu faire autant qu'on en a fait. Et je pense que, enfin, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que dans beaucoup d'entreprises, ça a été le cas. Et je veux dire, toutes ces mesures ont été suivies et accompagnées du plus haut niveau, ce qui a donné la possibilité de les faire. Autrement, c'est très compliqué. Bien sûr. Alors justement, pour rester avec vous, Mario, encore une question, cette fois-ci relative au management en télétravail. Est-ce que vous imaginez une formation particulière au management en télétravail pour vos managers et vos employés? Oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que nous avons fait un management à distance. On n'appelle pas en télétravail, mais c'est le management à distance, mais c'est un management à distance adapté à la circonstance, je dirais, du Covid-19. C'est pas pareil que manager une équipe à distance qui a choisi d'être à distance parce qu'il travaille sur différents endroits, que manager une équipe qui est chez soi par obligation. Et donc, on a beaucoup insisté sur le fait de dire, attention, c'est pas leur choix de rester dans un site ou un autre parce que pour convenance personnelle ou je sais pas quoi, mais c'est essentiellement parce qu'on est obligé de le faire et on n'a pas le choix. Donc, il faut que vous preniez ça en ligne de compte. C'est pas le management à distance classique, c'est le management à distance Covid, je dirais. Et alors, pour rester sur ce sujet également avec vous, Agnès, peut-être, est-ce que vous voyez le besoin de la part de ces managers d'être accompagnés par la médecine du travail, justement, sur des thèmes plus liés à la résilience personnelle, comment gérer, reconnaître le stress d'un employé, peut-être à distance, à travers des signaux qui sont peut-être évidents lorsqu'on le côtoie au quotidien, mais qui sont un peu plus subtils, un peu plus complexes quand on est justement en télétravail. C'est le rôle de la médecine du travail pour les accompagner? Alors malheureusement, même quand on les côtoie au quotidien, les signaux faibles de fatigue, d'épuisement, de difficultés sont pas si évidents. Et un des efforts actuels de l'entreprise, c'est de former tous les services RH et tous les managers à la détection et à l'accompagnement de personnes en difficulté le plus en amont possible et le plus précocement possible. Et donc, cette adaptation au travail à distance est fondamentale et on est en effet en train de réfléchir à un support de formation qui permettrait à des managers, et pas seulement aux managers, hein, mais aux collègues, aux RH et peut-être même aux services de santé au travail, puisque nous sommes de plus en plus susceptibles de faire des téléconsultations, de savoir repérer à distance et pas avec les outils virtuels les signaux de difficulté. Et là, c'est toute la limite du non-verbal. On ne peut pas observer facilement du non-verbal à distance avec les outils informatiques. Je pense que les progrès de l'informatique nous permettront bientôt de nous voir comme en réel, mais actuellement, c'est quand même pas encore tout à fait le cas. Et cette détection de signaux faibles à distance, ça va être un nouveau niveau d'apprentissage qui va être à creuser, effectivement. D'où l'intérêt, je pense, de ne pas être toujours à distance. Et pour rejoindre ce que disait Emmanuel tout à l'heure,
Le fait d'être confiné chez soi 24 heures sur 24 et tous les jours de la semaine pour travailler n'est pas une bonne façon de maintenir le lien et surtout n'est pas une bonne pratique pour un manager pour pour conserver le lien avec son équipe. Je pense sincèrement qu'il faut savoir doser le télétravail et doser la présence sur site, avec ou sans Covid. Très bien. Bien, écoutez, je crois que ce sera peut-être le mot de la fin de cette discussion fascinante. En résumé, on peut dire que cette crise est peut-être bien un catalyseur à 2 titres, parce qu'elle force au dialogue, on l'a vu, entre différentes parties prenantes que vous représentez bien, et puis elle révèle également l'importance d'une vision très large de la santé comme élément stratégique de son fonctionnement. Donc, je voudrais vous remercier très chaleureusement de la part d'International SOS, Workplace Options et Gencia, et puis de toutes les personnes qui ont participé à cette table ronde. Je vous invite pour la prochaine table ronde, le 26 novembre prochain, sur les évolutions et les enjeux de la gestion des crises au sein des organisations. Vous y êtes tous conviés et nous vous remercions énormément de votre participation aujourd'hui. À très bientôt. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Merci.